Bienvenue sur Afrimotif. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce que l'on peut qualifier de séisme politique qui secoue l'Afrique centrale. Nous parlons de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun et disons de ses répercussions immédiates et très dramatiques. Il ne s'agit pas seulement d'un simple litige électoral. Cela semble beaucoup plus grave. Cela touche à une véritable crise d'autorité dans ce pays et au centre de tout cela, il y a Paul Biya. Il a 92 ans. C'est le plus vieux chef d'État du monde. Il brigue un 8e mandat après 43 ans au pouvoir. Et cette fois-ci, le défi auquel il est confronté est, disons, sans précédent. Cette durée est tout simplement stupéfiante et cela plante vraiment le décor. Les enjeux sont incroyablement élevés. Notre mission aujourd'hui est donc d'analyser tout cela. Nous examinons la revendication de victoire, franchement stupéfiante, du candidat de l'opposition qui défie la loi, pourrait-on dire, et la réaction du gouvernement qui a été incroyablement sévère. Et surtout, nous présentons cela comme un conflit entre deux conceptions très différentes de la vérité, peut-être. La lenteur de la vérification analogique par l'État contre la puissance décentralisée et rapide des données numériques que l'opposition prétend posséder. Et pour cette analyse approfondie, nous avons rassemblé tout ce que nous avons pu trouver. Nous examinons les déclarations officielles du gouvernement qui sont furieuses, sans oublier les communiqués de l'opposition qui sont, comme vous le savez, pleins d'assurance, et aussi des commentaires politiques vraiment intéressants sur la logistique, la légalité même de la compilation des résultats dans cette situation. C'est vraiment devenu une bataille pour savoir qui contrôlera le récit du décompte. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par le challenger, l'homme qui a vraiment déclenché tout cela, Issa Chiroma Bakary. Qu'est-ce qui rend son défi si ironique et peut-être très dangereux pour lui personnellement? Eh bien, Chiroma a 79 ans et le plus important, le véritable rebondissement, c'est que jusqu'en juin dernier, il était un membre clé du gouvernement de Biya. Quel poste occupait-il? Ministre de la Communication, un poste très en vue, très haut placé. Aujourd'hui, il se présente contre Biya pour le parti FSNC. Un ancien initié qui tente essentiellement de démanteler le système qu'il a contribué à diriger pendant des années, des décennies. C'est pourquoi sa décision suivante a été si explosive. Son histoire rend les choses infiniment plus conflictuelles. Chiroma s'est donc déclaré vainqueur tard dans la soirée du 13 octobre. Les bureaux de vote venaient à peine de fermer, quelques heures à peine, et sa coalition, qui se fait appeler UPC 2025, a publié cette déclaration affirmant un verdict sans équivoque. Pas seulement une victoire, remarquez, une victoire écrasante au premier tour. Ont-ils donné des chiffres? Parce que souvent ces affirmations sont vagues. Oh, ils ont donné des chiffres très précis, très confiants, affirmant que Chiroma avait obtenu entre 60 et 80% des voix selon les bureaux de vote. 60 à 80%. Ce n'est pas une affirmation de course serrée, c'est une affirmation de rase de marée politique. Cela vise à créer un sentiment d'élan irréversible. Chiroma a qualifié cela de victoire écrasante, une sanction claire du régime en place. Donc, le présenter comme un mandat pour un véritable changement. Il a évoqué sa promesse de campagne, une transition de 3 à 5 ans pour reconstruire le pays. Il ne s'agit donc pas seulement de gagner, il s'agit de gagner dans un but précis. Mais c'est là que ça devient vraiment intense. L'ultimatum qu'il a lancé. Il a en gros défié directement le régime de Biya en lui donnant deux choix. Accepter la vérité des urnes ou plonger le pays dans le chaos. Je veux dire, c'est une position très claire. Accepter la défaite pacifiquement ou faire face à des troubles, c'est incroyablement direct. Une exigence essentiellement soutenue par une menace et vous avez vu la réaction sur le terrain presque immédiatement. Dans les endroits où Chiroma est fort, même dans certaines parties de la capitale, Yaoundé, les partisans sont sortis pour scander des slogans, des choses comme « Au revoir, Paul Biya », Chiroma arrive. Au revoir, Paul Biya. Chiroma arrive, il semblait sincèrement croire que c'était fini, terminé, d'après les données dont il pensait disposer. Comment un régime en place depuis 43 ans, dirigé par Biya, réagit-il? Oui, surtout lorsque le challenger est un ancien loyaliste, eh bien, la réponse a été rapide. Et, du moins sur le plan rhétorique, elle a été violente. Le lendemain, le 14 octobre, Paul Atanga Nji est sorti en force. Il est ministre de l'administration territoriale. Donc, un ministère très puissant. Il s'occupe de la sécurité intérieure et de l'administration. Et sa déclaration a tout simplement condamné sans appel les affirmations de Chiroma. Il les a qualifiées d'imposture et une attitude irresponsable et arrogante, même un canular grotesque. Un canular grotesque, c'est un langage extraordinaire pour une déclaration officielle du gouvernement. S'agit-il simplement d'une colère politique ?
Ou bien annonce-t-il réellement des poursuites judiciaires? Il prépare sans aucun doute le terrain pour des poursuites judiciaires. Le ministre Hatanganji a accusé Chiroma de se livrer à une approche conspiratrice et anti-républicaine et a déclaré qu'il exécutait un plan diabolique avec des réseaux occultes et le but, mettre le Cameroun à feu et à sang. Ce ne sont pas seulement des insultes politiques, cela ressemble à des accusations. Trahison, sédition, c'est exactement ce que cela signifie. Ils préparent le terrain pour des accusations très graves et on dirait qu'ils attendaient presque cela. Ils ont préparé le terrain avant même le jour des élections. Il semblerait, le ministre a en fait référence à une conférence de presse qu'il a donnée le 10 octobre avant le vote. Il a averti que les autorités disposaient de renseignements, d'informations selon lesquelles un candidat, dont il n'a pas donné le nom à l'époque, prévoyait de contourner le processus légal et de s'autoproclamer vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote. La réaction que nous observons aujourd'hui, cette condamnation sévère, était donc en quelque sorte préparée à l'avance, prête à être mise en œuvre. Dès que Chiroma a fait son coup, ils ont déployé cette contre-attaque pré-écrite. Quelle est donc la menace concrète immédiate qui pèse sur Chiroma lui-même à l'heure actuelle? Eh bien, le ministre a été très clair. Il a promis que l'attitude de Chiroma serait traitée avec rigueur et fermeté le moment venu. Et il a spécifiquement invoqué la célèbre citation inquiétante du président Biya, selon laquelle il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique de graves conséquences. Quand on parle d'action ferme dans ce contexte, cela signifie généralement arrestation, détention, emprisonnement. Nous avons mentionné que Chiroma était auparavant ministre de la Communication. Il y a une histoire derrière tout cela, avec une autre figure de l'opposition en 2018. C'est là que l'ironie devient incroyablement profonde. Lors des élections de 2018, un autre leader de l'opposition, Maurice Kamto, a fait quelque chose de très similaire. Il a revendiqué la victoire peu après le scrutin. Et quelle était la position de Chiroma à l'époque? Il était toujours au gouvernement, il était un ministre loyal de Biya. Et il avait alors déclaré publiquement que Kamto avait manifestement enfreint la loi en faisant ce que Chiroma venait lui-même de faire. S'agit-il donc uniquement d'un calcul politique, d'opportunisme, ou cela suggère-t-il quelque chose de plus profond, comme le fait que même les initiés pensent que le régime de Biya est désormais vulnérable? Il est difficile de se prononcer définitivement, mais cela semble aller au-delà du simple opportunisme. Pour un ancien ministre de haut rang, prendre un risque aussi énorme en utilisant exactement la tactique qu'il avait condamnée. Cela suggère peut-être la conviction que le système est suffisamment faible pour être remis en cause, même en connaissant les conséquences potentielles. Quelles ont été ces conséquences pour Kamto? Ce n'était pas seulement de la rhétorique à l'époque. Kamto a été arrêté. Lui et bon nombre de ses partisans ont été confrontés à de graves accusations et à de longues peines de prison. Certains sont d'ailleurs encore en prison aujourd'hui. Le ministre promet donc désormais de prendre des mesures fermes contre Chiroma. Il évoque un précédent très réel et très récent où le pouvoir de l'État a été utilisé pour réprimer la dissidence. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Il s'agit d'une menace crédible de détention pour avoir tenté de contourner le processus officiel, ce qui nous amène tout naturellement à cette procédure officielle. La réalité juridique est que les résultats ne peuvent être proclamés officiellement que par un seul organisme, le Conseil constitutionnel, le seul organisme légalement habilité à annoncer les résultats officiels définitifs. Il est prévu qu'il les annonce avant le 26 octobre. Il dispose donc d'une période d'environ 2 semaines après le vote pour compiler et vérifier tous les résultats. Et c'est précisément cette période d'attente de 2 semaines qui semble être au cœur de ce conflit. Car les alliés du gouvernement ont immédiatement réagi à la déclaration de Chiroma, affirmant que c'était logistiquement impossible, pure fiction. Qui a avancé cet argument, Jean de Dieu Momo? Un allié du président Biya. Il a publiquement remis en question les calculs. Eh bien, il a souligné le nombre impressionnant de bureaux de vote, 32 684 dans tout le pays. La coalition de Chiroma a affirmé avoir obtenu les résultats, les PV de tous ces bureaux en moins de 48 heures. Momo a fait valoir que le parti de Chiroma n'avait même pas de représentants, d'observateurs présents dans quelques 1700 de ces bureaux de vote. Sa question était donc la suivante: comment est-il possible de collecter des données complètes aussi rapidement dans des endroits où vous n'étiez même pas présent? Cela semble être un argument assez solide d'un point de vue logique si l'on raisonne en termes physiques traditionnels. Si l'on imagine quelqu'un devant collecter physiquement chaque bulletin papier et le rapporter, oui, cela semble impossible. Mais l'opposition, le camp de Chiroma, a un contre-argument, un argument qui repose beaucoup plus sur la technologie moderne. C'est là que l'on voit vraiment le conflit dont nous avons parlé entre le monde analogique et le monde numérique. Les partisans de Chiroma affirment que tout le processus de vérification des résultats a complètement changé. Ils disent, écoutez, ces rapports des bureaux de vote, les PV, ne sont pas des documents secrets,
Ce sont des rapports officiels exigés par la loi et surtout, ils sont publics, affichés dans les bureaux de vote. Donc vous n'avez pas besoin d'un courrier officiel. N'importe qui, un représentant d'un parti, un observateur, voire un simple citoyen, peut sortir son smartphone, photographier le PV officiel et l'envoyer instantanément via WhatsApp, peu importe. Même depuis des régions reculées, les données peuvent voyager à la vitesse de la lumière. En gros, ils affirment que le modèle de collecte physique est obsolète. Leur argument n'est donc pas nécessairement qu'ils disposent de chaque feuille de papier physique, mais qu'ils ont suffisamment de preuves photographiques transmises instantanément pour connaître le résultat. Il s'agit également d'échantillonnage statistique. Ils disent, d'accord, le Cameroun compte 58 départements administratifs, mais la grande majorité des électeurs, peut-être 80%, sont concentrés dans seulement 18 de ces départements. Les grands centres urbains dans les régions densément peuplées. Donc, si leurs résultats numériques, leurs photos des bulletins de vote montrent que Chiroma remporte une victoire écrasante, disons 70% contre 20% dans ces zones clés à forte densité de population. La tendance générale est alors claire, statistiquement parlant, bien avant que quiconque ne compte tous les votes, même ceux des plus petits villages. C'est l'argument avancé. Ils pensent pouvoir obtenir une image statistiquement fiable du résultat national en quelques heures et non en quelques semaines. Ce qui nous ramène directement à cette suspicion autour de l'attente officielle de 2 semaines. Pourquoi le Conseil constitutionnel met-il autant de temps à l'heure actuelle? Eh bien, du point de vue de l'opposition et franchement du point de vue de nombreux observateurs indépendants également, ce long délai ressemble moins à une diligence raisonnable qu'à une opportunité. Une opportunité pourquoi? Pour la manipulation. Ils utilisent le terme tripatouillage. Cela signifie trafiquer, falsifier, truquer les résultats à huis clos pendant que tout le monde attend. L'argument est donc le suivant. Si nous, l'opposition ou la société civile, pouvons compiler 75 à 80% des résultats publics à l'aide de téléphone en quelques heures, pourquoi l'État a-t-il besoin de 2 semaines? Cela semble suspect. C'est exactement ce que l'on soupçonne. L'attente elle-même est considérée comme une tactique délibérée de contrôle de l'information, permettant éventuellement aux partis au pouvoir de manipuler les résultats en sa faveur. Qu'en est-il des observateurs officiels? Sont-ils censés garantir la transparence? Eh bien, le gouvernement a souligné la présence d'observateurs. Il a déclaré que 5575 observateurs accrédités, nationaux et internationaux, avaient été déployés dans les 10 régions. Selon le ministre de l'administration territoriale, ces observateurs n'ont signalé aucun incident majeur, rien d'assez grave, selon le gouvernement, pour compromettre l'équité ou la sincérité globale du scrutin. La position du gouvernement est donc que le processus était sain, surveillé et que le résultat officiel, quel qu'il soit, sera légitime. C'est leur position. Il convient également de noter que la déclaration rapide de Chiroma n'a pas réellement unifié l'ensemble de l'opposition. Elle a également provoqué des divisions. L'opposition au Cameroun est souvent très fragmentée et cette situation n'a rien changé à cela. Certaines personnalités comme Ateki Seta Caxton ont immédiatement félicité Chiroma, approuvant ainsi sa revendication de victoire, mais pas tout le monde, non. D'autres se sont montrés beaucoup plus prudents. Akere Mouna, par exemple, est une figure bien connue de l'opposition. Il a publié une déclaration félicitant l'opposition en général pour sa victoire, une référence subtile, très subtile, mais importante. Il a délibérément évité de nommer Chiroma comme vainqueur spécifique. Cela montre à quel point il est risqué de défier ouvertement l'État et le processus officiel, même pour les autres opposants au régime. Donc, pour résumer, c'est une tempête parfaite. Vous avez cette dynastie incroyablement ancienne qui est remise en question par un ancien initié en utilisant la tactique même qu'il condamnait autrefois. Soutenu par ses revendications de victoire à haut risque qui reposent elles-mêmes sur l'utilisation d'outils numériques modernes pour collecter rapidement des données et immédiatement confronté à ces menaces très sévères de poursuites judiciaires et d'emprisonnement de la part de l'État. Et tout cela se résume à ce désaccord fondamental, à cette impasse sur la question de savoir qui compte les voix, à quelle vitesse il les compte et dont le décompte est considéré comme la vérité. C'est fascinant car ce qui se passe au Cameroun met vraiment en lumière un problème mondial. Une tension qui va probablement définir de plus en plus les élections, en particulier dans les endroits où la confiance dans les institutions étatiques est, disons, faible. Selon vous, quelle est la tension principale? C'est lorsque le public, les citoyens, grâce à la technologie facilement accessible des smartphones et de la messagerie instantanée, peuvent soudainement collecter, partager et compiler des preuves juridiquement valables, comme ces PV
presque instantanément? Comment l'État peut-il maintenir son autorité, sa légitimité, alors que son propre processus officiel pour produire le même résultat prend des jours, voire des semaines dans le cas présent? Lorsque la vitesse à laquelle les citoyens collectent les données dépasse le calendrier officiel de l'État, quelle réalité le public accepte-t-il? La légitimité réside-t-elle dans le processus traditionnel, plus lent et contrôlé par l'État, ou dans le décompte plus rapide, décentralisé et technologiquement assisté, que les gens peuvent voir se dérouler en temps quasi réel? La lutte pour la présidence du Cameroun est, d'une certaine manière, une lutte entre le passé analogique du contrôle étatique et le présent numérique de l'information instantanée. Et cette tension entre la rapidité des données et la rapidité et peut-être l'opacité perçue de la bureaucratie est un élément à surveiller de près dans toute élection à enjeu élevé, où que ce soit dans le monde. Elle pourrait être la variable déterminante. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À très vite pour une nouvelle vidéo.